troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Tallet, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience, Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie, Blaise Ndoumbe-Eyoub, psychothérapeute et chef d'entreprise. Nous parlions donc des élections législatives au Togo, élections que l'opposition compte boycotter, donc le 20 décembre. Jean-Marie Tallet. En fait, l'opposition est déjà partie pour boycotter parce que tout a été mis en place pour l'écarter. Mais on a abordé tout à l'heure ce qu'on pouvait reprocher aux oppositions politiques en Afrique. Surtout celles qui veulent arriver au pouvoir en remplacement de ceux qui ont, entre guillemets, eu à diriger, à torpiller, à ne pas amener l'Afrique vers l'excellence dont on attendait. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que ces oppositions, en général, dans leurs attitudes, dans leur comportement, ne rassurent pas ceux qui ont été déjà au gouvernement, ceux qui ont été au pouvoir, ceux qui ont été aux commandes, que quand ils seront au pouvoir, ils vont pouvoir coopérer avec eux, travailler avec eux, comme étant les fils d'un même pays pour la construction d'un même pays vers un objectif commun. En général, on a l'impression qu'on a affaire à du pousse-toi là, je m'assois pour faire comme toi, ou pousse-toi là, je m'assois pour te montrer que hier tu m'as fait ci, maintenant je vais te montrer. Et c'est ça qui pose aussi des problèmes dans nos oppositions. C'est-à-dire quand on les entend s'exprimer, quand on voit souvent les programmes de société qu'elles exposent, on s'aperçoit que c'est de la vengeance qu'on est en train de vouloir apporter. Ce n'est pas un véritable programme de société équilibré qui intègre tout le monde, qui implique toutes les populations, quelles qu'elles soient, et qui respecte le jeu démocratique et qui admet tous les partis de Mais est-ce qu'on peut véritablement appliquer ce discours-là en ce qui concerne l'opposition togolaise? Parce que alors, quand même, cette opposition formule quand même un certain nombre de revendications. Oui, mais les revendications à la base partent du code électoral. Et c'est pour ça que le pouvoir sent que quand le code électoral doit être modifié, doit être réajusté, ça lui pose un sérieux problème. Il faut qu'on injecte comme ça des éléments un peu, on va dire, des barbouzes à l'intérieur de l'opposition pour fourvoyer un peu de telle sorte que l'opposition quitte la table de négociation. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais le véritable problème, c'est qu'on doit avoir un programme qui implique l'unicité de la société, les populations, qui implique tout le monde avec une vision commune, que ce soit ceux qui ont été au pouvoir, qui font partie du peuple, des citoyens, de la population, ou ceux qui aspirent à arriver au pouvoir, qui sont les mêmes peuples, pour qu'on ait une vision commune. Mais en respectant, si on veut tendre vers ce qu'on va appeler une démocratie à l'africaine, mais en acceptant le jeu de multipartisme de plusieurs partis. Et c'est ça aussi qui force le respect. Sauf que nos oppositions n'ont pas souvent cette vision-là. C'est du style, vous m'avez agacé pendant 10, 15, 100, 50 ans, j'en ai assez, on arrive au pouvoir et vous allez voir. C'est un peu comme ça que c'est ce qui sous-entend nos oppositions quand elles arrivent. Et ça fait que derrière, vous avez des blocs qui se dressent. Et ça devient des luttes des blocs contre des blocs. Alors, Didier Ouedraogo évoquait il y a quelques minutes le fait que peut-être pour le Togo, la solution résiderait dans le peuple finalement. Est-ce que, comme ce fut le cas au Burkina Faso, alors effectivement, on a un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, et une opposition qui manque finalement de marge de manœuvre. Blaise Eyoum, est-ce que effectivement c'est le pouvoir là qui peut véritablement jouer sa carte? Burkina Faso, comme il a dit Didier tout à l'heure, si on veut faire un parallèle, c'est des pays qui sont tenus par leur armée. Un dirigeant dans un pays autocrate, il tient l'armée. Pour que le peuple burkinabé se mette en route et ne se fasse pas tirer dessus, il a fallu que des leaders de l'armée décident de ne pas leur tirer dessus. Le peuple togolais, il a dit tout à l'heure, a reçu des balles. Il y a plein de morts. Hein. Effectivement, il y a une dizaine de morts depuis le déclenchement de la crise. Alors, une des peurs, semble-t-il, de Yadema, c'est de se retrouver peut-être à la Cour de justice internationale. De se retrouver à la Cour de justice internationale. Merci pour le lapsus. Il veut dire ce qu'il veut dire. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On ne comprend pas, c'était ma question, que après avoir commis de tels actes horribles sur son peuple, que la fameuse communauté internationale, moi je l'aime pas spécialement, je sais pas ce que ça veut dire, mais je parlais plutôt de l'Afrique, la CEDEAO, pour ce qui nous concerne, je préfère qu'on parle de nos affaires à nous, s'insurgent comme un seul homme et lui disent stop. À un moment donné, d'un fort. Alors le peuple togolais est entendu, puisque la CEDEAO relaie et fait des commissions pour en discuter. Et on lui demande au président Nyansibé de s'exécuter.
sur un programme qui a déjà été signé. Il refuse simplement. Et donc, il y a une forme d'opposition entre les instances de la CEDEAO et lui, le président du Togo. Quelle sera la sortie de cette crise? On n'en sait pas grand-chose. Sauf qu'on sait qu'il y a un homme, comme d'autres, quand ils ont déjà commis des exactions comme ça sur le peuple, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Ça rejoint ce que Jean-Marie disait, c'est que qu'est-ce qu'on leur propose en face? Moi, j'ai toujours été partant, quelles que soient les situations qui sont, d'éviter les chasses aux sorcières. Parce qu'il n'y a pas... J'utilise toujours quelque chose d'un penseur qui dit en politique n'ont de main propre que ceux qui n'ont pas de main. Donc tout ce qui font de la politique, plus ou moins, traîne avec eux quelques soucis. Donc il vaut mieux quand il va falloir des transitions et repenser notre politique à l'africaine, parce que là on est encore dans la copie, la distraction de ce qu'on a hérité des Occidentaux, mais il va falloir la repenser. Quand on reparle un peu du Burkina 2 secondes, les dirigeants burkinabés sont allés voir leur chef après les Mossi et autres pour obtenir quand même une certaine allégeance sur les problématiques de ce pays et qui ont fait comprendre que la société devait changer. Mais au final, in fine, est-ce que le problème burkinabé a changé? Non. D'accord. Donc il faut repenser au-delà de ça, de cette élection. Il y a un nouveau président, il y a Kaboré qui est là, d'accord. Est-ce que derrière, le peuple burkinabé voit son quotidien s'améliorer? Est-ce qu'il y a de vrais changements de société derrière ça? Donc il faut repenser notre façon de voir les politiques. Et pour rejoindre ça, repenser notre façon de voir, il faut aussi, dans le côté repenser cette façon de voir, cette période où on repense, que nos sociétés africaines acceptent le temps que cela va prendre et acceptent de se mettre, j'allais dire, à niveau pour accepter éventuellement les conséquences de l'analyse et tout ce que cela va drainer, tant que c'est pour leur intérêt futur. On a des guides, on a Cheikh Anta Diop, j'aime à le citer parce qu'il faut aussi citer nos guides. Arrêtons de citer les Occidentaux qui ont bien sûr pour leur propre société. Et moi j'imagine toujours que les Africains s'imaginent que les choses nous tomberont du ciel en fermant les yeux et en priant. Non, il y a eu des révolutions dans les pays où nous sommes. Il y a eu des vraies révolutions ici. On ne va pas parler de ce qui se passe actuellement en France, peu importe, mais il y a bien un peuple qui se soulève pour réclamer quelque chose. Donc, chez nous, il faut repenser, il faut des révolutions chez nous, mais dans le bon sens. Alors, pour ce qui est du Togo, donc je le répète, l'opposition a prévu donc des manifestations les 29 novembre au 1er décembre. Pour ce qui est du gouvernement, le ministre de la Sécurité a mis en garde contre d'éventuelles violences visant à perturber le processus électoral. Est-ce qu'on est là dans une tentative de décrédibiliser le mouvement de l'opposition? On est dans une situation précisément de chantage politique. C'est-à-dire que le pouvoir est tellement conscient de sa force et de son accoutement en fait. Donc, il s'est campé sur des positions qui sont simplement des positions que la Constitution togolaise même prévoit. C'est-à-dire tous les éléments qui sont contenus dans la revendication, dans le cahier de charge donc, de la CEDEAO, ne sont que la chose la minimale qu'il faut respecter. Maintenant, si effectivement la sécurité nationale menace, etc., dit déjà attention, si vous continuez, ça va pas aller, ça veut dire simplement, soit vous continuez, soit vous avancez, et de toute façon, vous verrez ce que vous allez voir. En d'autres termes, on a déjà bradé la constitution togolaise. Oui. C'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser que de toute façon, demain, Faure va respecter ce qui est prescrit, ce que lui-même, normalement, a signé. Parce que, quand même, il faut quand même dire, il a prêté serment devant le peuple, au nom du peuple, pour diriger ce peuple. Alors, on se demande dans quelle schizophrénie on se retrouve pour avoir des dirigeants de cet acabit, pour un pays entier, et qu'à côté, on ne puisse rien faire. Des capacités d'être meilleur. La question qui est posée par rapport à l'armée, etc., c'est vrai que c'est une question importante. Mais il faut... Au Burkina, il y a eu l'armée à aider aussi. Oui. Mais il faut savoir que dans nos pays africains, les armées ne sont pas monolithiques. Elles sont totalement traversées par les mêmes contradictions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même aujourd'hui dans l'opposition togolaise, on peut penser que, je pense, qu'il y a des gens de l'armée qui ne sont pas d'accord. La seule question au Togo, c'est que c'est l'armée qui a bâti depuis Père Faure, le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Donc sa nature est totalement militarisée. Il faut en sortir.
Parce qu'en réalité, on nous présente un pouvoir dit civil, démocratique, mais en réalité, c'est un pouvoir militaire. Tout à fait. Donc, toute la question, elle est là. Il faut pouvoir retourner ça pour qu'on ait au moins une représentation civile donc, de la société togolaise. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme que ce que tu viens d'employer, à savoir, mais il faut qu'on avance, pas sur des changements de position, etc., pousse-toi que je me mette, etc. C'est pas ça la question. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'une réelle révolution des mentalités et des régimes politiques. Tout à fait. Jean-Marie Talley ? Vous voyez, alors, pour revenir à Faure, il avait accepté les accords de politique globale, tout simplement parce que ça lui permettait de garder un pays un peu paisible après toutes ces exactions. Mais ils avaient complètement, et lui personnellement et son clan, ils avaient oublié que le temps fait son effet et que ça finit toujours par arriver. Il arrive au moment donné où la fin du pouvoir se prononce, la deadline arrive. Il ne s'était pas organisé, il ne l'avait peut-être pas prévu, parce que dans l'esprit et dans l'arrogance du clan et de leur patron, naturellement, il s'est avéré que c'était un pouvoir à vie. Mais quand ça arrive et que c'est là, maintenant en face, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, via les chantages, les moyens de l'État, les pouvoirs d'État. Dans d'autres pays, on vous dit que le pouvoir est un monstre froid. Ça veut dire quoi? On va menacer les opposants, on va aller bousculer, piller, éventrer, tout un ensemble de choses, dans l'espoir qu'ils vont s'arrêter. Vous voyez, Gilles Christ Olympio, dans la filière de son père, il a quand même adhéré, à un moment donné, je ne sais pas s'il y est toujours, au pouvoir de Faure. Pour quelle raison? Pour faire quoi? Alors, que défendait son père? Alors, finalement, quand vous embarquez des populations comme ça dans ces choses-là, qui n'ont aucune vision commune, qui n'ont pas d'objectif, un objectif qui, je le répète encore, doit rester objectif pays. Mais malheureusement, on se retrouve à voir un petit peu le désordre qui s'installe et ça joue le jeu du pouvoir, parce qu'il n'attend que ça. Et ça nous pose problème parce que le monde avance et l'Afrique recule. Et n'oubliez pas que l'Afrique, aujourd'hui, a 60% de sa jeunesse, de ses populations à moins de 40 ans. Et un an, ça coûte cher sur la vie d'un individu. Quand ils vont rester au pouvoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, prenez des jeunes aujourd'hui qui sortent de l'école à 20 ans ou qui sortent de l'école à 30 ans, 15 ans après, qu'est-ce que ça devient? Pour avoir subi les mêmes individus, sans jamais se réaliser, sans jamais s'exprimer, qu'est-ce qu'on fabrique aux yeux du monde entier? Blaise Ayoum, alors effectivement, ce que dit Jean-Marie Talley s'applique complètement au Togo, notamment cette jeunesse qui connaît le chômage, parmi d'autres mots également. La classe politique ne comprend pas son peuple finalement. Le pouvoir togolais est complètement en déphasage avec cela. Non, on revient simplement à cet ego et cette envie de conserver le pouvoir sans réel projet de société pour son peuple. J'aime aussi souvent à dire que le meilleur programme politique d'un homme qui est resté au pouvoir longtemps, ce sont ses réalisations. Ce ne sont pas ses discours. On ne fait plus de discours 20 ans, 30 ans après. On montre ce qu'on a fait. C'est tout. Ça suffit. Je montre ce que j'ai fait comme réalisation, les changements sociétaux, l'avancée des projets, etc. Si je n'ai que de la corruption, si j'ai que des gens en prison, si je n'ai que tuer mon peuple, à quoi servira un programme 20 ans après? Strictement à rien. Ce n'est qu'à reproduire ce qu'on a déjà fait. L'Afrique dispose d'intellectuels. Pas que de la diaspora. En Afrique, il y en a qui sont étouffés par les dirigeants peu scrupuleux, qui n'ont qu'une envie, conserver le pouvoir. Alors, on parlait tout à l'heure du gaspillage de nos ressources. Prenez simplement sur le point de vue de la santé. La majorité des gens africains se soignent en Occident. On le sait ce que ça coûte pour nos économies, nos maigres économies en difficulté. La plupart sont des pays très endettés qui vont réclamer de l'argent dans les institutions internationales. Alors, comment peut-on se comporter comme ça aujourd'hui? Comment peut-on imaginer qu'une Afrique noire qui est bourrée de ressources, c'est un scandale géologique chez nous, souffre pour des pays qui ont 2 millions, 5 millions d'habitants, 3 millions d'habitants, qui ne font même pas des villes occidentales? C'est curieux que des peuples comme ça souffrent. On a de quoi faire. Le problème est qu'on a encore des leaders sortis de cette indépendance qui servent les intérêts occidentaux et que nous devons, à un moment ou à un autre, on va se muer pour les chasser et après créer donc une vraie élite africaine qui est amenée à construire pour l'Afrique.
Tant qu'on construit pour les autres, tant qu'on permet aux autres de venir se servir chez nous, on aura toujours ces résultats. En fait, c'est de la distraction. Ces élections-là, c'est de la pure distraction. Le problème, c'est que ces dirigeants-là qui veulent se maintenir au pouvoir ne prennent pas conscience de ce qu'on leur rappelle en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne se réveillent pas pour dire « on me réclame la construction, maintenant je construis ». Jamais. C'est toujours les mêmes, on perpétue les mêmes choses, les mêmes gabégies, sans que ça les dérange. On a l'impression qu'ils vivent sur une autre planète et qu'ils n'ont pas conscience que c'est d'un pays, c'est d'un continent et de leur pays, de leur continent dont il est question. On demande d'avoir des relations de partenariat avec le reste du monde de manière équitable, de manière construite, comme les autres le font ailleurs. Et c'est possible chez nous, en impliquant nos populations, en les responsabilisant, en écoutant ce qu'elles disent, en allant dans le sens de ce qu'elles veulent pour leur bien-être. Et bon sang, il y a quelque chose que je dis malheureusement de manière très, très directe, on n'est pas venu accompagner le bonheur des autres. Les Africains ne sont pas là pour accompagner le bonheur des autres. Ils ont les capacités d'être meilleurs. Ils ont le potentiel, la volonté, ils ont le dynamisme qu'il faut et ils regorgent de tout ce qu'il faut pour être parmi les meilleurs de ce monde. Ils ne sont pas là pour accompagner le bonheur des autres. Didier Ouédraogo. Deux petites choses. La première est relative à ce que Blaise indiquait tout à l'heure sur les réalisations des hommes politiques. En réalité, quand ils arrivent, ils ont des programmes pharaoniques, ils éclaironnent ce programme partout, et en réalité, une fois qu'ils sont là, on se demande ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le discours, il est oublié, et il n'a pas suivi d'actes. Et tous les programmes, on cherche, parfois on fait des programmes tellement pharaoniques qu'on n'a même pas les moyens de leur réalisation. Oui, mais Didier, et en ce moment, alors, on commence à brader le patrimoine national, parce qu'ils se servent le sous-sol. des cabinets internationaux étrangers pour pouvoir les réaliser. On fabrique de beaux programmes. Une fois qu'on a ces beaux programmes, c'est ça qui allège les populations. Et donc, qui fait que ces populations vont voter pour eux. Mais une fois qu'ils sont là, ils n'ont pas les moyens de leur réalisation. Et mieux, même les moyens qui sont situés dans le pays pour les réaliser volent en éclats pour autre chose. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est quoi? Le second élément, c'est que quand on pense que nos dirigeants peuvent réfléchir, moi, il m'arrive parfois de me demander s'ils peuvent réfléchir. Je suis assez cru, mais je me demande qu'on peut poser un acte. Une fois, on peut faire une erreur. Un an, on peut encore dire, ben oui, on n'était pas au pouvoir, donc on commence à comprendre un peu près. Mais pendant 15, on reboule le pouvoir. On est là 10 ans, 15 ans. Et rien ne bouge. Et pourtant, sur les indicateurs internationaux, on a des croissances. Oui. L'Afrique est en croissance. C'est-à-dire, les indicateurs de croissance sont intéressants. Et pourtant... Parfois à 2 chiffres, dans certains pays. Et il ne se passe rien. Non, mais dans la réalité, c'est qu'en prenant au minimum, c'est l'Afrique qui porte la croissance mondiale aujourd'hui. Mais nos dirigeants n'en ont pas conscience. C'est ça qui pose problème. C'est les autres qui en profitent, qui en bénéficient, qui le voient. Mais pas les Africains. Les populations africaines qui, paradoxalement, sont les mêmes qu'on retrouve à la Méditerranée, alors que les pays sont riches. Oui, merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. Fin de cette émission. Blaise Ndoumbe-Youm, je rappelle que vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Didier Ouédraogo, vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Jean-Marie Talley, je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Merci à tous les trois et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain jeudi. Très bonne soirée. Merci. Merci. Merci Zahra.